Occupe-toi de cette vieille sénile. J'ai vu la grand-mère de mon mari mourir. Et puis, quand je suis rentré de mon voyage d'affaires, j'ai été choqué de trouver la maison vide. Il n'y avait qu'un mot laissé par mon mari et ma belle-mère. Il disait « Occupe-toi de la vieille ». On est parti en vacances. Dès que je l'ai lu, j'ai couru vers la chambre de la grand-mère de mon mari et je l'ai trouvée allongée dans son lit, à l'agonie. Alors que j'essayais de l'emmener d'urgence à l'hôpital, elle a ouvert les yeux et a dit « Aide-moi à me venger ». Ils n'ont aucune idée de qui je suis vraiment. Peu après, mon mari et ma belle-mère sont rentrés de leur voyage et ont hurlé de terreur devant la scène qui les attendait à la maison. Le seul bruit qui brisait le calme de cette nuit était le cliquetis des roues de ma valise sur le béton rugueux de l'allée. Moi, Manon, j'ai laissé échapper un long soupir, essayant de secouer l'épuisement qui pesait sur mes épaules. Mon corps était endolori et meurtri après 6 heures en TER pour revenir de la région voisine, et j'avais l'impression que j'allais me briser. Même si ce voyage avait été particulièrement éprouvant physiquement et mentalement, la pensée de voir le visage de mon mari Léo, en espérant qu'il m'accueille au moins avec un verre de vin rouge ou un petit sourire, était la petite lueur de force qui me faisait tenir. Ma montre indiquait un peu plus de 23 heures. La maison de campagne en Normandie, qui était censée avoir toujours la lumière du porche allumée, était plongée dans une obscurité totale, ressemblant à une ferme abandonnée. J'ai fouillé dans ma poche pour trouver la clé de secours que je portais toujours sur moi. C'était étrange. Ma belle-mère, Valérie, qui vivait avec nous, me grondait toujours si j'oubliais d'allumer la lumière du porche pour des raisons de sécurité. Mais cette nuit-là, une ombre impénétrable enveloppait l'humble demeure. Le déclic de la clé tournant dans la serrure a résonné avec un bruit métallique sec. Puis les gonds de la porte ont grincé en s'ouvrant. L'air vicié d'une maison qui n'avait pas été aérée de la journée m'a piqué le nez, mêlé à une faible odeur de poussière. Il n'y avait aucune odeur de nourriture, aucun bruit provenant de la télévision que Léo laissait habituellement à plein volume. Je n'entendais pas non plus les jérémiades constantes de Valérie. J'ai tâtonné le mur à la recherche de l'interrupteur du salon. La lumière blanche de l'ampoule fluorescente a clignoté plusieurs fois avant d'illuminer une pièce en désordre. Les coussins du canapé étaient jetés par terre. Des morceaux de baguettes entamés et des restes de fromage étaient éparpillés sur la table basse, et une rangée de tasses sales gisait à l'abandon. J'ai secoué la tête en silence. J'étais habitué à cette scène. Comme c'était moi qui conciliais un emploi avec la gestion du ménage, je devais souvent nettoyer le désordre que mon mari et ma belle-mère laissaient derrière eux. Mais le silence de cette nuit était différent. J'ai appelé mon mari, ma voix tremblant légèrement. Pas de réponse. J'ai appelé Valérie, rien que le silence. J'ai marché vers la cuisine d'un pas lourd, espérant les trouver en train de dîner, ou au moins voir un signe de vie. La table était complètement vide. Il n'y avait même pas un couvercle sur une assiette de nourriture. Il n'y avait qu'une feuille de papier blanche maintenue par une salière pour qu'elle ne s'envole pas. Mon cœur a commencé à battre violemment. Je me suis approché et j'ai ramassé le papier. L'écriture désordonnée de Léo était inconfondable. À côté, dans une écriture plus rigide et formelle, se trouvait celle de Valérie. En lisant phrase par phrase, j'ai senti mon sang se glacer. Le message était bref mais tranchant. C'était comme si un poignard avait été planté dans mon cœur. Ils ont écrit qu'ils avaient besoin de vacances pour se vider la tête. Ils étaient partis en voyage ensemble et ne voulaient pas être dérangés, m'ordonnant de bien prendre soin de la vieille femme dans la chambre du fond. Mes jambes sont devenues faibles et j'ai froissé le papier dans mon poing. Les larmes que je retenais menaçaient de déborder, mais il n'y avait pas de temps pour pleurer. Mon esprit est allé immédiatement vers la seule personne mentionnée dans la lettre, Mamie Monique, la grand-mère de Léo. Elle avait été paralysée par un accident vasculaire cérébral et souffrait de démence depuis 3 ans. Si Léo et Valérie étaient partis depuis le matin, cela signifiait que Mamie Monique avait été seule dans la maison toute la journée sans nourriture ni eau. Mon épuisement s'est instantanément transformé en panique. J'ai laissé tomber mon sac par terre et j'ai couru vers la chambre du fond où Valérie avait confiné Mamie Monique. La porte était fermée à clé. En l'ouvrant, une puanteur d'urine et d'humidité m'a frappé le nez. La chambre était étroite, contenant seulement un vieux lit de camp et une commode en plastique grinçante. Pas une seule fenêtre n'était ouverte. Sur un matelas fin et jauni, un corps squelettique gisait faiblement. Mamie Monique faisait pitié à voir. Ses yeux étaient fermés, sa bouche légèrement entr'ouverte, et elle respirait avec une grande difficulté.
Sa porridée était sèche, montrant des signes de déshydratation sévère. Je me suis agenouillé à côté du lit et j'ai pris sa main froide. J'ai senti mon cœur se briser en morceaux. Comment quelqu'un pouvait-il être si cruel envers sa propre mère ou grand-mère? Léo était son petit-fils biologique, et Valérie était sa belle-fille. Pourtant, il traitait cette femme âgée pire qu'un animal errant. J'ai immédiatement couru à la cuisine et je suis revenu avec un verre d'eau tiède et une cuillère. Avec des mains tremblantes, j'ai doucement soulevé la tête de mamie Monique et j'ai fait glisser lentement un peu d'eau sur ses lèvres gercées. Elle a toussé faiblement, puis par réflexe, a avalé l'eau avidement. J'ai continué à lui donner des cuillerées d'eau, pleurant en silence. Une fois sa respiration un peu stabilisée, je me suis dépêché d'aller chercher une bassine d'eau tiède et une petite serviette. J'ai nettoyé son visage et son corps, qui étaient collants de sueur et de crasse. Ensuite, j'ai cherché des vêtements propres dans la pile de linge non repassé et je les changés, retirant les haillons malodorants. Les larmes continuaient de couler sur mes joues, mais je faisais tout avec soin. La culpabilité m'envahissait. Je n'aurais pas dû partir pour ce voyage d'affaires. J'aurais dû savoir que laisser mamie Monique avec Léo et Valérie était une décision fatale. Bien que ce soit moi qui m'occupais d'elle, je devais travailler pour gagner de l'argent car Léo refusait de garder un emploi stable. J'ai regardé le visage âgé avec une profonde pitié, arrangeant ses cheveux blancs en désordre. À ce moment-là, j'ai pris une décision ferme. Peu importait si Léo se mettait en colère. J'emmenais mamie Monique à l'hôpital cette nuit même. Son état était trop grave pour être géré à la maison. J'ai fouillé dans ma poche pour prendre mon téléphone et appeler un VTC, mais juste au moment où j'essayais de me lever, une main, fine comme une branche sèche mais étonnamment forte, m'a saisi par le poignet. J'ai sursauté et je me suis retourné. J'ai vu que les yeux de mamie Monique étaient grands ouverts. Ce n'étaient pas les yeux vides et confus d'une patiente atteinte de démence. Son regard était perçant, concentré et rempli d'une conscience totale. Le regard était si froid et profond qu'il semblait émaner une puissance cachée. Je suis resté figé. Le choc m'empêchait de parler. Mamie Monique, qui jusqu'à présent ne faisait que marmonner des sons incompréhensibles, a soudainement bougé les lèvres. La voix qui en est sortie n'était plus un murmure faible, mais un chuchotement ferme et autoritaire. « Ne m'emmène pas à l'hôpital », a dit mamie Monique. Elle m'a demandé de l'aider à se venger, disant que Léo et Valérie n'avaient aucune idée de qui elle était vraiment. Un frisson m'a parcouru l'échine. Au milieu de la nuit silencieuse, j'avais l'impression de me tenir devant une étrangère, pas la mamie Monique que je connaissais. Toujours paralysé, je l'ai regardée avec incrédulité, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mamie Monique, diagnostiquée avec une démence sévère et une paralysie par le médecin du quartier, me regardait maintenant avec des yeux de faucon. La force avec laquelle elle tenait mon poignet était incroyable. Ce n'était pas la force d'une vieille femme mourante. J'ai retenu mon souffle, essayant de calmer mon cœur qui s'emballait. D'une voix tremblante, j'ai demandé si elle était vraiment consciente ou si j'hallucinais à cause de l'épuisement, mais mamie Monique m'a plutôt ordonné de verrouiller la porte et de tirer les rideaux hermétiquement. Bien que sa voix fût rude, l'ordre était si absolu que je l'ai suivi par réflexe sans répliquer. Une fois la porte verrouillée, elle a pointé un coin de la pièce. C'était juste sous la vieille commode en plastique où je gardais habituellement ses vêtements propres. Avec sa respiration encore lourde mais régulière, elle m'a donné l'instruction de déplacer la commode et de soulever une latte du parquet qui était d'une couleur légèrement différente. J'ai hésité un instant, mais son regard insistant m'a forcé à bouger. Avec le peu de force qu'il me restait, j'ai poussé la commode en plastique sur le côté. En dessous, un parquet en bois recouvert d'une épaisse couche de poussière a été révélé. J'ai inspecté le sol et j'ai trouvé une latte légèrement lâche. Je l'ai soulevée en utilisant le bout de ma clé de maison. Soulever la planche a révélé un petit espace sous le plancher. C'était un compartiment secret dont j'ignorais l'existence. À l'intérieur du creux caché se trouvait une petite boîte en bois à l'aspect ancien avec de belles sculptures. Elle contrastait fortement avec les vieux meubles de la chambre. Mamie Monique m'a fait signe de lui apporter la boîte. Avec des mains tremblantes, je la lui ai tendue. Elle l'a ouverte avec des doigts encore raides, mais déterminés. À l'intérieur se trouvaient plusieurs petites bouteilles contenant un liquide sombre et quelques pilules qui ne ressemblaient pas à des médicaments de pharmacie courants. Mamie Monique a bu l'un des liquides d'un trait sans eau, a fermé les yeux un instant et a régulé sa respiration. Quelques minutes se sont écoulées dans un silence suffocant. Lentement,
la couleur est revenue sur son visage pâle. Sa respiration est devenue plus longue et plus calme. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, elle a essayé de s'asseoir toute seule. J'ai essayé de l'aider par réflexe, mais elle a levé la main, indiquant qu'elle pouvait le faire seule. En effet, la vieille femme s'est assise droite sur le matelas fin. Sa posture était complètement différente. Ce n'était plus un dos voûté et faible. Elle m'a fixé et a esquissé un léger sourire, un sourire de gratitude, mais aussi d'une profonde amertume. Elle a commencé à parler avec une diction claire et un langage organisé, n'utilisant plus les marmonnements d'un dialecte incompréhensible. Elle s'est présentée à nouveau, non pas comme la mamie Monique atteinte de démence, mais comme une femme en totale maîtrise de sa conscience. Elle a expliqué que les 3 dernières années de paralysie et de démence avaient été une grande mascarade, un test qu'elle avait conçu pour voir le vrai visage de ses descendants. Elle a dit qu'elle avait fait semblant d'être faible et impuissante, pour savoir qui s'occupait d'elle sincèrement, et qui ne souhaitait que sa mort pour l'héritage. Les larmes coulaient sur mon visage en écoutant cette confession. Elle a continué à parler avec une indignation croissante. Elle a révélé que Léo et Valérie lui donnaient intentionnellement très peu de nourriture et lui donnaient souvent de la nourriture avariée quand je n'étais pas à la maison. Leur but était simple et cruel, la faire mourir lentement de malnutrition sans laisser de traces visibles de violence afin qu'ils puissent rapidement saisir l'acte de propriété de la maison et d'autres actifs qu'ils croyaient qu'elle possédait encore. J'ai couvert ma bouche de ma main, retenant un sanglot. Mon cœur s'est serré de douleur. Je me sentais trahi. Pendant tout ce temps, j'avais envoyé près de 70% de mon salaire mensuel à Léo pour les soi-disant médicaments coûteux de grand-mère, ses régimes spéciaux et sa nourriture nutritive. Léo disait toujours que le coût de ses soins était exorbitant. Il s'avérait que l'argent ne lui parvenait jamais. Léo et sa mère utilisaient l'argent que je gagnais à la sueur de mon front pour leur propre luxe. Pendant ce temps, grand-mère mourait de faim dans cette chambre du fond étouffante. Mon épuisement et ma tristesse ont laissé place à une rage qui commençait à brûler dans ma poitrine. Je me sentais stupide d'avoir fait confiance à mon mari si facilement. Mamie Monique a vu le tumulte d'émotions sur mon visage, a tendu la main et a serré fermement mon épaule. Elle m'a dit que je n'avais aucune raison de me sentir coupable. J'étais la seule raison pour laquelle elle était encore en vie et ne les avait pas encore tous détruits. J'étais la seule personne sincère. Elle m'a demandé de l'aider à se lever. Je l'ai aidée et j'ai été surprise par la fermeté avec laquelle son corps maigre se tenait. Elle a marché vers le mur où pendait un vieux poster de calendrier délavé. Elle a palpé une zone spécifique derrière le calendrier et a appuyé sur un endroit caché. Derrière le papier peint écaillé, un bruit mécanique subtil s'est fait entendre, comme si un système hydraulique bougeait. Mes yeux se sont écarquillés alors qu'une partie du mur de la chambre glissait lentement sur le côté. Derrière le mur à l'apparence fragile se trouvait une petite pièce qui n'avait rien à voir avec l'état de la vieille maison. Elle était fraîche grâce à une climatisation automatique, propre et remplie d'écrans de contrôle lumineux. C'était une salle de commande. Je suis entré prudemment. Mes yeux ont scanné la pièce secrète. Les murs étaient remplis de flux de caméras de sécurité montrant chaque coin de la maison, le salon, la cuisine et même la cour avant. Même des fichiers d'enregistrement vocal étaient méticuleusement sauvegardés. Mamie Monique s'est assise dans un fauteuil de bureau confortable devant les moniteurs. La lumière bleue des écrans illuminait son visage, la faisant ressembler à un commandant de guerre au lieu d'une vieille dame fragile. Elle s'est tournée vers moi et a dit d'une voix terriblement froide que nous devrions voir la vérité ensemble. Elle a appuyé sur quelques boutons et l'écran principal a diffusé l'enregistrement de ce matin même. Avant que Léo et Valérie ne partent, j'ai vu mon mari et ma belle-mère compter de l'argent en riant. C'était l'argent que je leur avais donné pour les dépenses du mois. Grand-mère m'a regardé intensément et a dit que le vrai jeu venait de commencer. Je suis resté immobile, debout devant les grands écrans. La lumière bleuâtre se reflétait sur mon visage taché de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage brûlante. Mamie Monique a bougé la souris calmement et a sélectionné un fichier vidéo d'il y a 2 semaines. C'était le jour où j'étais allé au siège de l'entreprise pour la réunion mensuelle. L'écran montrait le salon que je nettoyais quotidiennement. Dans l'enregistrement, Valérie était assise confortablement en mangeant des chips et en regardant la télé. En contraste, Mamie Monique était assise dans un fauteuil roulant dans le coin de la pièce, fixant la fenêtre. Soudain, Valérie s'est levée avec un air agacé. Elle s'est dirigée vers Mamie Monique et sans avertissement a donné un grand coup de pied dans les roues du fauteuil roulant, faisant trembler violemment grand-mère.
La bouche de Valérie bougeait vite, crachant des insultes horribles qui étaient parfaitement capturées par le microphone caché à haute sensibilité. Elle maudissait grand-mère, la traitant de fardeau inutile qui ne faisait que gaspiller de l'argent. Cela montrait même qu'elle crachait dans l'assiette de grand-mère et la forçait à la manger. J'ai couvert ma bouche, essayant de ne pas crier d'horreur devant la cruauté de ma belle-mère, qui agissait toujours si gentiment devant les voisins. J'ai senti une oppression dans ma poitrine, comme si l'oxygène dans la pièce s'était épuisé. Je n'aurais jamais imaginé que la femme que je respectais comme ma propre mère était capable de faire quelque chose d'aussi horrible à une aînée sans défense. Mamie Monique n'a rien dit. Elle a appuyé sur un autre bouton et la vidéo a changé. Cette fois, c'était un enregistrement d'il y a 3 jours, juste au moment où j'étais parti pour mon voyage d'affaires. La vidéo montrait Léo entrant dans la maison, mais il n'était pas seul. Il était suivi par une jeune femme, élégamment vêtue et très maquillée. Je l'ai vaguement reconnue. C'était Chloé, une amie d'enfance que Léo m'avait présentée comme une cousine éloignée. Ils étaient assis très affectueusement sur le canapé d'une manière qui était bien trop intime pour des cousins. Léo souriait largement avec son bras autour de l'épaule de Chloé, un rire que je n'entendais presque jamais quand il était avec moi. Leur conversation s'entendait clairement, et elle m'a déchiré le cœur. Chloé a demandé à Léo quand il allait divorcer de sa plouque de femme. Léo a allumé une cigarette et a répondu calmement. Il a dit qu'il devait juste tenir encore un peu. Il a expliqué son plan clairement. Il avait encore besoin de moi comme machine à sous. Léo m'a traité de vache stupide et soumise. Il a dit que dès que la vieille, mamie Monique, mourrait et que l'héritage de la maison serait entre ses mains, il me jetterait immédiatement dehors et épouserait Chloé. Les deux ont éclaté de rire, imaginant la vie de luxe qu'ils auraient bâtie sur ma souffrance et la mort de grand-mère. Chloé a même demandé si le médicament que Léo mettait dans la boisson de grand-mère fonctionnait. Léo a répondu que la dose, lente mais régulière, l'emmènerait dans l'autre monde d'ici la fin de la semaine. Mon monde s'est effondré en un instant. Mes jambes ne pouvaient plus supporter mon corps, et je me suis affaissé sur le tapis froid. Tous mes sacrifices pendant 5 ans de mariage semblaient s'être évanouis. J'avais travaillé jour et nuit, faisant des heures supplémentaires jusqu'à en tomber malade. J'avais évité de m'acheter de nouveaux vêtements pour pouvoir acheter des chaussures de marque à Léo. Chaque effort pour faire tourner cette maison avait servi à être traité comme du bétail. Mon amour avait été trahi de la manière la plus cruelle. Léo n'était pas juste un mari paresseux. C'était un monstre qui assassinait sa propre grand-mère et planifiait la ruine de sa femme. La douleur dans mon cœur s'est lentement transformée en un bloc de glace froid et dur. Mes sanglots ont cessé. J'ai essuyé les larmes de mes joues. Mamie Monique a tourné sa chaise de bureau pour me faire face. Elle n'a pas offert de mots doux de réconfort, car elle savait que je n'avais pas besoin de pitié. Elle m'a demandé d'une voix ferme, « As-tu vu assez de preuves ?» Elle a demandé si j'étais prête à arrêter d'être une victime et à devenir une actrice dans cette pièce de théâtre. J'ai levé la tête. Mes yeux injectés de sang brillaient maintenant d'une nouvelle résolution. Je me suis levé, j'ai lissé mes vêtements et j'ai regardé Mamie Monique droit dans les yeux. D'une voix ferme, et sans la moindre hésitation, j'ai répondu que j'étais prête. Je n'allais pas les laisser s'en tirer si facilement. J'étais prête à faire tout ce qu'elles demandaient pour leur faire payer leurs mauvaises actions. Grand-mère a souri avec satisfaction et a tendu la main. J'ai serré sa main ridée fermement. Un accord silencieux avait été forgé entre les deux femmes les plus blessées de cette maison. Soudain, la sonnette reliée à l'interphone de la pièce secrète a retenti. Grand-mère a regardé l'horloge murale. Il était un peu plus de minuit. Elle a dit que l'invité d'honneur était arrivé. Elle a appuyé sur un bouton pour ouvrir la porte d'entrée à distance et m'a demandé de recevoir le visiteur et de l'amener ici. J'ai quitté la chambre de grand-mère et j'ai traversé le salon sombre et silencieux vers l'entrée. Une berline noire élégante et brillante était garée dans l'étroite allée. Le bruit du moteur était doux, presque inaudible. Un homme d'âge moyen, impeccablement vêtu d'un costume, est sorti de la voiture. Il portait une mallette en cuir à l'aspect coûteux. Derrière lui, 2 hommes costauds vêtus de noir sont sortis et se sont tenus fermement de chaque côté. J'ai ouvert la porte en grand. L'homme en costume s'est incliné respectueusement et a demandé poliment, « La présidente Monique de Saint-Phal est-elle à l'intérieur ?» Je me suis senti momentanément confuse par le nom Monique de Saint-Phal, mais j'ai rapidement réalisé que c'était le vrai nom de Mamie Monique. Je les ai conduits à l'intérieur.
L'homme en costume a marché avec assurance vers la chambre du fond comme s'il connaissait la disposition de la maison par cœur. Quand il est entré dans la pièce secrète et a vu Mamie Monique assise droite dans le fauteuil, il s'est immédiatement incliné bas. C'était une marque de déférence extrême. Il s'est présenté comme Maître Vance, l'avocat personnel de grand-mère et le chef de l'équipe juridique de l'énorme conglomérat qu'elle possédait. J'étais stupéfaite. Grand-mère n'était pas juste une personne riche. Elle était à la tête d'un empire puissant. Cette nuit-là, dans la petite pièce derrière le mur, un plan colossal a commencé à prendre forme. Des documents ont été échangés, des stratégies ont été discutées, et les destins de Léo et Valérie étaient en train d'être réécrits par les mains qu'ils considéraient comme faibles. Dans un chalet de luxe situé à Megève, le soleil brillait intensément. Léo était allongé sur un transat au bord de la piscine privée, savourant un verre de chardonnay bien frais. Il portait des lunettes de soleil dernier cri qu'il venait d'acheter la veille avec ma carte de crédit secondaire. À côté de lui, Valérie était occupée à télécharger des photos du paysage et de la nourriture gastronomique disposée sur la table sur ses réseaux sociaux pour se vanter auprès de ses amis du club social de sa belle vie. Chloé, qui les accompagnait aussi en vacances, riait joyeusement en nageant. En fait, toutes ces dépenses avaient été payées avec ma sueur et mes larmes. Leur humeur était au beau fixe. Ils se sentaient comme des rois et des reines. Léo vérifiait son téléphone de temps en temps, non pas pour demander des nouvelles de sa femme ou de sa grand-mère, mais pour vérifier le solde du compte bancaire qu'il avait secrètement détourné. Il pensait avoir gagné. Dans son esprit, la vieille dame n'avait ni mangé ni bu depuis 2 jours, donc elle serait déjà mourante ou morte, et sa stupide femme, Manon, serait en panique, gérant le corps seul. Léo a souri sournoisement. Il imaginait combien il serait facile de vendre la maison de campagne en Normandie dont il hériterait. Il avait déjà contacté un agent immobilier qu'il connaissait, lui promettant une grosse commission. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'acte de propriété qu'il avait était en fait un faux que grand-mère avait échangé il y a des années. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de ce chalet, la maison de Léo était pleine d'activité, mais pas de rire. Depuis l'aube, un grand camion était garé devant la maison. Ce n'était pas le camion de déménagement de Léo, mais un camion pour emporter ses ordures et celles de Valérie. Je travaillais rapidement et efficacement, assisté par l'équipe que Maître Vance avait amenée. Nous avons jeté les vêtements de mauvais goût de Valérie, la collection de chaussures malodorantes de Léo, et tous les meubles bon marché qu'ils avaient achetés dans de grands sacs poubelles noirs en plastique. Ces affaires ne seraient pas stockées. Elles seraient données ou jetées, selon les instructions de grand-mère. J'ai ressenti une étrange sensation en voyant la maison où je vivais se vider lentement. Mais le soulagement que je ressentais était bien plus grand. Chaque fois que je mettais une des affaires de Léo dans un sac plastique, je sentais un grand poids se soulever de moi. Maître Vance supervisait le processus méticuleusement. Il avait aussi amené une équipe de décorateurs d'intérieur qui allait complètement transformer la maison en peu de temps. Mamie Monique, qui venait de finir son bain et était vêtue d'une tenue d'intérieur digne, était assise dans un fauteuil roulant, non pas par paralysie, mais pour conserver son énergie. Elle donnait des instructions, voulant que la maison redevienne comme elle l'était dans ses années de jeunesse et de pouvoir, et qu'elle soit purifiée de toute trace de la paresse de son petit-fils. Maître Vance s'est approché de moi avec un dossier épais. Il a expliqué la véritable situation des actifs immobiliers. Il s'avérait que la maison et le terrain environnant avaient été transférés il y a longtemps à la fondation caritative de grand-mère. Par conséquent, légalement, ni Léo ni Valérie n'avaient le moindre droit d'hériter de la propriété. Même la voiture que Léo avait prise pour les vacances était une location longue durée au nom de l'entreprise, et Maître Vance avait unilatéralement annulé le contrat ce matin-là. J'ai écouté attentivement l'explication. J'admirais la sagesse de grand-mère. Elle avait prévu et préparé même le pire scénario avec sa famille. Alors que l'après-midi avançait et que la maison était à moitié vide, commençant à être meublée avec de nouveaux meubles beaucoup plus élégants provenant de l'entrepôt de l'entreprise de grand-mère, j'ai procédé à l'exécution de la phase suivante du plan. Grand-mère m'a donné l'instruction d'envoyer un message à Léo. J'ai tapé le message sur mon téléphone avec des mains fermes. La phrase était courte et conçue pour provoquer la nature de Léo. J'ai écrit que grand-mère ne respirait plus depuis 1 heure, que son corps était froid et raide, et que j'avais trop peur d'être seul dans la maison. J'ai demandé ce que je devais faire et j'ai supplié Léo de revenir bientôt. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai laissé le téléphone sur la table. Nous avons attendu patiemment, et Mamie Monique regardait aussi l'écran du téléphone. Après 15 minutes,
le téléphone a vibré. Il y avait une réponse de Léo. J'ai ouvert le message et je l'ai lu à haute voix pour que grand-mère et l'avocat puissent entendre. La réponse de Léo était quelque chose qu'on n'attendrait pas d'un être humain doté d'une conscience. Il m'a écrit de ne pas être nerveuse et de ne pas faire de scène en appelant les voisins. Il m'a ordonné d'envelopper le corps de grand-mère dans n'importe quel tissu et de le laisser dans la chambre. Léo a inventé une excuse disant que son affaire n'était pas encore terminée et qu'il ne pourrait rentrer que dans 2 jours. À la fin du message, Léo a ajouté de ne pas rappeler car le signal là-bas était mauvais. Maître Vance a secoué la tête, visiblement dégoûté par le contenu du message. Mamie Monique a simplement reniflé. Son expression était vide, mais ses yeux brûlaient. Pour elle, ce message était le dernier clou dans le cercueil de l'avenir de Léo. Il n'y avait plus aucun doute sur le fait de détruire son propre petit-fils. J'ai répondu avec une phrase à double sens. J'ai écrit « D'accord, chérie. Je m'occupe de tout ici. À bientôt. » J'ai posé le téléphone. Mon visage était maintenant froid, sans trace de tristesse. Je me suis tourné vers Maître Vance et j'ai hoché la tête fermement. La transformation de la maison s'est poursuivie encore plus agressivement. Les tapis poussiéreux ont été retirés et remplacés par des tapis épais et luxueux. Les vieux rideaux ont été décrochés et remplacés par d'élégants rideaux en soie. Les murs sales ont été repeints rapidement avec une peinture inodore à séchage rapide. En moins de 24 heures, l'humble maison sombre et lugubre avait été transformée en une résidence de luxe, émanant une aura d'autorité. Ce n'était plus la maison de Léo, le chômeur. C'était le logement temporaire de la présidente Monique de Saint-Phal, une magnate qui était revenue d'entre les morts. Et dans cette maison, la scène pour le jugement dernier de Léo et Valérie était parfaitement dressée. J'ai regardé la porte d'entrée, imaginant le regard stupéfait de mon mari plus tard. J'attendais avec impatience que ce jour arrive. Ce matin-là, la lumière du soleil filtrant à travers les fentes des fenêtres semblait différente de d'habitude. Normalement, la lumière ne révélait que des grains de poussière flottant dans le salon encombré rempli du bric-à-brac de Valérie. Mais aujourd'hui, la lumière illuminait une activité frénétique et étonnante qui changeait complètement l'atmosphère. Depuis l'arrivée du premier camion à l'aube, la maison semblait avoir été envahie par une armée de fourmis disciplinées. Sous la direction du taciturne mais extrêmement efficace Maître Vance, des dizaines d'ouvriers en uniforme soigné se déplaçaient rapidement et silencieusement. Ils ne faisaient pas que nettoyer, ils effaçaient les traces. Les empreintes de la paresse de Léo, les marques de l'avidité de Valérie, et les traces de douleur qui s'étaient accrochées au mur pendant des années étaient arrachées à la racine. Je me tenais dans un coin de la pièce, regardant le vieux canapé dont le rembourrage sortait, l'endroit où Léo fumait et flânait toute la journée, être soulevé par 2 ouvriers costauds et chargés dans le camion-benne. Une étrange satisfaction s'est répandue dans ma poitrine à la vue de cet objet disparaissant. Le canapé était un témoin silencieux de la fréquence à laquelle j'avais été réprimandé pour avoir été lente à apporter le café, et de la fréquence à laquelle j'avais vu mon mari dormir profondément quand je devais aller travailler tôt. Après le canapé, ce fut le tour de l'étagère de mauvais goût pleine de fausses porcelaines de Valérie. Elle tirait une grande fierté de ce meuble. Bien que le contenu ne fût que des imitations bon marché, elle s'en vantait souvent aux invités. Une fois l'étagère emportée, j'ai senti que le salon avait soudainement doublé de taille. C'était comme si la maison étouffait sous les déchets visuels depuis longtemps et respirait enfin. Parallèlement à la transformation physique de la maison, un changement encore plus surprenant s'opérait dans la chambre du fond. Mamie Monique, connue par les voisins comme une vieille femme malodorante et pitoyable, subissait une métamorphose stupéfiante. Maître Vance avait engagé un styliste personnel et un costumier qui ne travaillaient que pour la haute société. Maintenant, dans la chambre propre, sentant la lavande fraîchement installée, Mamie Monique était assise devant un grand miroir neuf. Je l'ai presque pas reconnue. Ses cheveux blancs, qui étaient habituellement en désordre, étaient maintenant coiffés de manière moderne, élégante et ordonnée. Cela révélait la ligne de son cou, où restait une partie de sa beauté de jeunesse. Son visage ridé avait été modelé avec un maquillage subtil mais fort, couvrant la pâleur de sa maladie, et accentuant sa mâchoire majestueuse. Elle ne portait plus la vieille chemise de nuit pleine de taches de nourriture. Son corps était maintenant couvert d'un tailleur en soie moderne de la plus haute qualité. La couleur sombre de la robe lui donnait un air d'élégance. Une bague émeraude brillait intensément à son annulaire, assortie à la broche sur sa poitrine. Ce n'étaient pas les bijoux d'imitation de Valérie.
C'étaient de vraies pierres précieuses qui pouvaient valoir le prix de 10 maisons dans ce quartier. Quand elle s'est levée et s'est regardée dans le miroir, sa posture était parfaitement droite. La vieille canne en bois a été jetée et remplacée par une canne en argent avec une tête de dragon sculptée. Cela ressemblait plus à un accessoire de pouvoir qu'à une aide à la marche. Je l'ai regardée avec respect et admiration. Ce que j'avais devant moi n'était plus Mamie Monique. C'était la véritable reine des affaires, la présidente Monique de Saint-Phal. Dans l'après-midi, après que la maison a été redécorée avec des meubles minimalistes de luxe apportés directement de l'entrepôt privé de la présidente, j'ai été appelé au salon. Sur la table en marbre noir étincelant, plusieurs documents importants préparés par Maître Vance avaient été étalés. Je me suis assise en face de grand-mère et de l'avocat. Maître Vance m'a tendu un stylo en or. Le premier document était la demande de divorce. Je ne pouvais cacher la sensation de tremblement en lisant le titre. Pendant des années, le mot divorce avait été un cauchemar terrifiant pour moi. C'était quelque chose de honteux que ma famille m'avait inculqué que je devais endurer. Mais aujourd'hui, en me souvenant de la cruauté de Léo, le document semblait être mon billet pour la liberté. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis calmé. Puis j'ai signé mon nom. Mon écriture était ferme, sans le moindre soupçon de doute. Le deuxième document était beaucoup plus épais. C'était la procuration et la documentation de transfert pour la gestion de la Fondation Saint-Phal. Grand-mère a expliqué qu'elle était trop vieille pour gérer les opérations détaillées et avait besoin de quelqu'un avec un cœur d'or et une honnêteté absolue pour continuer son héritage. Elle ne faisait pas confiance à ses propres enfants ou petits-enfants, mais elle me faisait confiance. J'ai poliment refusé, me sentant inadéquate pour une si grande responsabilité. Mais grand-mère a fermement pris ma main, son regard s'est adouci, rempli d'une profonde confiance. Elle a dit, l'intelligence peut s'apprendre, mais un cœur sincère est un don rare. J'ai finalement hoché la tête et signé les documents. À ce moment-là, mon identité a changé. Je n'étais plus une belle fille sur qui on pouvait marcher. J'étais la confidente de l'une des plus grandes magnats du pays. À la tombée de la nuit, la préparation de l'étape finale était conclue. La maison ressemblait maintenant au hall d'un hôtel 5 étoiles, des peintures abstraites et artistiques étaient accrochées au mur, et un magnifique lustre en cristal pendait du plafond du salon. Là où il y avait autrefois du carrelage cassé, il y avait maintenant un tapis persan épais et doux. Toutes mes affaires personnelles avaient été déplacées dans la chambre d'amis, qui avait été transformée en une luxueuse suite parentale. En revanche, les chambres utilisées par Léo et Valérie étaient vides. C'était comme pour souligner qu'il n'avait plus de place dans cette maison. Les ouvriers étaient déjà partis, et un autre genre de silence restait. C'était un silence plein d'attente, comme le calme avant une grande tempête. Quand la nuit a enveloppé le quartier, j'ai éteint toutes les lumières principales, plongeant la maison dans une profonde obscurité. Seuls les voyants lumineux des appareils électroniques clignotaient faiblement. Selon le plan, nous devions faire croire à Léo et à son entourage que la maison était encore en deuil ou vide. Je me suis assise sur un fauteuil simple à côté de Mamie Monique, qui était assise silencieusement dans un fauteuil somptueux au centre du salon. Dans l'obscurité, je pouvais entendre les battements forts de mon propre cœur, non pas de peur, mais à cause de l'adrénaline qui pompait. J'imaginais les visages de Léo, Valérie et Chloé quand ils entreraient. J'imaginais leur arrogance s'effondrer. Maître Vance et les deux gardes du corps personnel costaud se tenaient comme des statues dans les coins sombres de la pièce. Ils étaient presque invisibles, mais leur présence me donnait un énorme sentiment de sécurité. Mamie Monique m'a chuchoté, me rappelant de rester calme et d'agir comme nous l'avions répété. Sa voix était très froide et tranchante comme un scalpel. Elle a dit que ce soir serait la leçon la plus précieuse pour son petit-fils ingrat, une leçon qu'il n'oublierait jamais de leur vie. J'ai hoché la tête dans l'obscurité, serrant mes mains moites, essayant de puiser du courage dans la silhouette de la vieille femme à côté de moi. Dehors, le chant des grillons résonnait, accompagnant notre attente. Le temps semblait passer très lentement. Chaque moment était douloureux et excitant à la fois. J'ai pris une profonde inspiration, me réaffirmant avec l'odeur du parfum coûteux qui remplissait maintenant la maison. J'étais prête à recevoir les invités non invités. J'étais prête à mettre fin à ma propre souffrance ce soir-là. Quand les aiguilles de l'horloge ont frappé 22 heures, le bruit familier d'un moteur de voiture en approche s'est fait entendre. C'était la Citroën C5 Aircross que Léo avait louée. Le bruit du moteur était un peu rude car Léo était un conducteur qui ne savait pas prendre soin des véhicules.
La voiture s'est arrêtée juste devant la porte d'entrée. Les phares ont coupé l'obscurité de la cour, balayant le mur avant de la maison, qui était maintenant peint en gris élégant. Mais Léo et ses compagnons semblaient trop fatigués ou pas assez intelligents pour remarquer le changement de couleur au milieu de la nuit. Le bruit sourd des portières de voitures qui claquent s'est fait entendre, suivi de rires qui ont brisé le calme de la nuit. Assise dans le salon sombre, j'ai aiguisé mon ouïe. Je pouvais entendre la voix perçante de Valérie se plaindre. Elle se plaignait de l'épuisement du trajet de retour à cause des embouteillages et de sa faim. Elle a crié à Léo d'ouvrir la porte rapidement parce qu'elle voulait se doucher et manger. Puis j'ai entendu la voix pleurnicharde de Chloé intervenir, disant qu'elle avait mal aux pieds à force de porter des talons toute la journée. Chloé a demandé sur un ton moqueur, « La vieille est vraiment morte, hein? Je ne veux pas voir un cadavre quand j'entrerai. » Léo a ri. Son rire m'a semblé très irritant. Il a assuré à sa maîtresse que même si elle n'était pas morte, elle serait probablement mourante et qu'il la jetterait simplement à l'hôpital départemental. Ils se sont approchés de la porte d'entrée. Le bruit de leurs pas traînant des sacs de course et des valises semblait lourd. J'ai senti la main de mamie Monique donner une légère tape sur mon bras. C'était le signal pour se préparer. La serrure a tourné bruyamment. Léo semblait avoir du mal à insérer la clé à cause de son impatience. Finalement, la porte s'est ouverte brusquement. Le vent de la nuit s'est engouffré, apportant avec lui l'odeur de sueur rance des trois qui venaient de rentrer de leurs vacances. Ils sont entrés dans le salon complètement sombre. Léo a tâtonné le mur pour trouver l'interrupteur. À l'endroit où il avait toujours été, il s'est plaint que je n'avais pas allumé la lumière du porche et m'a insulté, me traitant de stupide incapable de faire même les simples corvées ménagères correctement. « Manon, t'es où? Allume la lumière. » « Je meurs de faim », a crié Léo d'un ton arrogant. Pas de réponse, seulement l'écho de sa propre voix rebondissant sur le mur. Valérie a aussi crié mon nom, accusant sa belle-fille de dormir paresseusement. Chloé s'est plainte que la maison semblait très effrayante et qu'elle sentait trop le parfum pour une maison avec un mort. Léo a enfin trouvé l'interrupteur. Sans hésitation, il a appuyé sur le bouton. Le lustre en cristal au centre de la pièce s'est allumé instantanément, remplissant tout l'espace d'une lumière dorée vive et chaleureuse. La lumière a tout révélé en un instant. La scène qui se déroulait sous leurs yeux était trop choquante, surréaliste et horrible pour leurs âmes pécheresses. C'est pourquoi leur première réaction a été de se figer avant de crier. « Ah !» a hurlé Valérie de façon hystérique, serrant sa poitrine. Ses yeux étaient grands ouverts, sortant presque de leurs orbites. Chloé a poussé un cri perçant et a reculé, heurtant Léo et manquant de les faire tomber tous les deux. Léo restait la bouche ouverte. Son visage est devenu aussi pâle que si un fantôme avait aspiré tout son sang. Leur cri n'était pas parce qu'ils avaient vu un fantôme ou un cadavre en décomposition. Au contraire, ils hurlaient de terreur devant le luxe inconnu, et la silhouette qui aurait dû être faible et impuissante, qui ressemblait maintenant à une faucheuse majestueuse. Devant eux, l'espace qu'ils avaient laissé sale et en désordre avait été transformé en un petit palais. Il n'y avait plus de vieux canapés ni de poussière. Tout étincelait, était propre et avait l'air coûteux. Mais ce qui a presque arrêté leur cœur était la scène au centre de la pièce. Là était assise mamie Monique dans un fauteuil européen antique à haut dossier recouvert de velours rouge. La femme qu'ils avaient laissée mourir sans une goutte d'eau était maintenant assise les jambes élégamment croisées. Son regard était perçant et ses lèvres montraient un rictus glaçant. Dans sa main droite, elle tenait une tasse en porcelaine fine d'où s'élevait la vapeur d'une infusion de verveine. À sa gauche et à sa droite, deux gardes du corps vêtus de costumes noirs, grands comme des géants, se tenaient debout. Ils avaient les bras croisés sur la poitrine avec un regard menaçant et inexpressif. Et à côté de mamie Monique, il y avait moi. La femme qui avait l'habitude de les recevoir en vieille chemise de nuit avait maintenant l'air complètement différente. Je portais une longue robe couleur crème qui tombait magnifiquement sur mon corps, assortie à une allure soignée. Mon visage était propre et plein de vie. Et ce qui terrifiait le plus Léo, c'était que mon visage était froid. Il n'y avait pas de sourire de bienvenue, pas de peur, pas de soumission. Je les regardais tous les trois comme s'ils étaient de la saleté collée à mes chaussures. « C'est un fantôme. C'est un fantôme », a crié Valérie, pointant mamie Monique d'un doigt tremblant. Elle s'est effondrée sur le sol, ne se souciant pas des sacs de course qui tombaient. Chloé s'est cachée derrière Léo, agrippant ses vêtements fermement. Léo a essayé de reprendre ses esprits,
se frottant les yeux plusieurs fois, souhaitant que ce soit un cauchemar ou une hallucination due à l'épuisement, mais l'odeur de jasmin et l'air frais de la climatisation sur sa peau confirmaient que c'était la réalité. Mamie Monique a lentement posé la tasse de tisane sur la table en marbre. Le bruit était calme, mais a résonné fort dans le silence suffocant. Elle a regardé Valérie par terre. « Si j'étais un fantôme, Valérie, je t'aurais traîné en enfer au moment où tu as franchi cette porte. » Sa voix était lourde et majestueuse. Elle ne ressemblait pas du tout à la voix frappée de démence qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Léo a osé parler, bien que sa voix fût bégayante et tremblante. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi la maison est comme ça? Où as-tu eu cet argent ?» Léo s'est tourné vers moi, cherchant un bouc émissaire. « Manon, qu'est-ce que tu as fait? As-tu vendu le terrain dans mon dos? Avec qui as-tu comploté pour faire ça ?» Léo a essayé de crier pour cacher sa peur. C'était sa vieille ruse pour intimider sa femme, mais cette fois le cri n'a pas fonctionné. Je n'ai pas baissé la tête de peur. Au lieu de cela, je me suis avancé et j'ai regardé mon mari droit dans les yeux. « Tais-toi, Léo » ai-je dit d'une voix calme mais ferme. N'ose pas élever la voix devant la propriétaire de cette maison. Propriétaire? Léo était confus. Il a regardé les meubles de luxe, les gardes du corps, et finalement son regard s'est posé sur Maître Vance, qui est sorti de l'obscurité du coin avec un dossier. Maître Vance a ajusté ses lunettes et a regardé Léo avec mépris. « Bonsoir, monsieur Léo et madame Valérie » a-t-il dit calmement. « Je suis Maître Vance, chef de l'équipe juridique du groupe Saint-Phal et représentant légal de la présidente Monique de Saint-Phal, que vous appelez Mamie Monique. Elle est la propriétaire légitime de tous les biens dont vous avez joui et aussi la propriétaire de l'entreprise où monsieur Léo travaillait comme commis logistique. » Silence. Le silence a envahi l'atmosphère. Les mots pendaient dans l'air comme une condamnation à mort. La mâchoire de Léo est tombée. Les yeux de Valérie se sont ouverts si grands que les veines rouges étaient visibles. Chloé a lentement lâché les vêtements qu'elle agrippait. Leurs esprits superficiels ne pouvaient pas traiter cette information gigantesque. La vieille dame qu'ils avaient torturée, nourrie de restes et dont ils souhaitaient la mort était la présidente d'un conglomérat, leur source d'argent et une magnate. « Maman » a bégayé Valérie, et des larmes d'horreur ont commencé à s'accumuler dans ses yeux. « Maman, on pensait que tu allais mourir. On voulait juste un peu de vacances. » Mamie Monique a ri. Un rire sec et sans humour. Elle s'est levée du fauteuil, s'appuyant sur sa canne en argent, et a marché lentement vers sa belle-fille, qui était affalée sur le sol. « C'est dommage, Valérie. » Grand-mère s'est penchée vers le visage terrifié de Valérie et a chuchoté, « Il semble que même la mort a été dégoûtée par tes actions. C'est pourquoi elle m'a renvoyé ici pour nettoyer les ordures de ma maison. Et ce soir, ce nettoyage commence. » La tension dans le salon était palpable, comme si l'air avait été compressé, rendant la respiration de chacun lourde. Léo était immobile, le visage rouge d'une explosion de rage, de honte et de peur qui avait remplacé sa pâleur. L'aveu de Mamie Monique qu'elle possédait tout a brisé la fierté masculine de Léo. Léo s'était toujours vanté d'être le chef de famille, le seul héritier, et une réussite travaillant dans une grande entreprise. Mais avec une brève phrase de la vieille femme assise devant lui, toute son illusion de succès a été impitoyablement démolie. Il se sentait dépouillé et nu de toute sa fausse fierté devant sa femme, qu'il avait toujours méprisée. Léo a rassemblé le peu de courage qui lui restait. Il pensait qu'il ne devait pas perdre son sang-froid. Son esprit rusé essayait de trouver une faille logique. Il a pointé Maître Vance d'un doigt tremblant, puis grand-mère. Sa voix s'est élevée, essayant de dominer la situation, comme il le faisait habituellement avec moi. Léo a crié que tout cela était une fraude. Il m'a accusé de manipuler sa grand-mère, qui souffrait de démence, pour lui faire signer de faux documents. Léo a insisté sur le fait que Mamie Monique n'était qu'une retraitée ordinaire vivant de la pension de son mari et qu'elle ne pouvait pas posséder la grande entreprise pour laquelle il travaillait. Il a menacé d'appeler la police pour signaler l'avocat pour faux et enlèvement de personnes âgées. Mamie Monique n'a pas répondu. Elle a simplement siroté sa verveine tranquillement. Ses yeux perçants observaient le comportement de son petit-fils comme un scientifique observant un rat de laboratoire effrayé. C'est Maître Vance qui s'est avancé calmement, a ouvert le dossier en cuir qu'il tenait et a sorti un document épais avec le logo officiel du groupe Saint-Phal. D'un ton professionnel et serein, il a commencé à lire les faits qui avaient été cachés.
Il a expliqué que la raison pour laquelle Léo avait pu travailler comme commis senior dans l'équipe logistique n'était pas due à sa performance médiocre ou à son génie. Ce poste avait été accordé il y a 5 ans par instruction directe de la présidente Monique de Saint-Phal, l'actionnaire majoritaire, afin que son petit-fils puisse avoir un emploi et soutenir sa famille. Léo restait la bouche ouverte, incapable de dire un mot. Cette vérité l'a frappé plus fort qu'une gifle physique. Il se souvenait de la fierté qu'il avait ressentie lors de son embauche, et de la fréquence à laquelle il se vantait auprès de moi d'être un acteur clé de l'entreprise. Il s'avérait qu'il n'était qu'un embauché par piston. Il n'était qu'un parasite s'accrochant au grand arbre grâce à la compassion de sa grand-mère. Chloé, debout derrière Léo, commençait à réaliser la vérité de la situation. Son œil expert pour juger la richesse commençait à détecter les signaux de danger. En voyant la présidente, les gardes du corps et le luxe de la pièce, elle a réalisé que Léo n'était qu'un pion insignifiant sans valeur. Sa main, qui agrippait le bras de Léo, a lâché prise lentement mais complètement. Elle a fait un pas en arrière, essayant de mettre de la distance entre elle et le navire en train de couler. J'ai observé le mouvement de Chloé du coin de l'œil. J'ai ressenti un profond dégoût en voyant à quel point la loyauté bâtie sur une base matérielle était fragile. J'ai regardé Léo, qui essayait toujours de nier. J'ai parlé d'une voix douce mais piquante. J'ai demandé à Léo s'il se souvenait de la prime de fin d'année qu'il avait utilisée pour acheter une voiture à Chloé le mois dernier. Je l'ai informé que la prime était en fait un petit dividende des actions de la fondation qui aurait dû aller sur le compte de grand-mère, mais que Léo avait détourné en falsifiant une signature. Le visage de Léo est devenu encore plus pâle. Un par un, ses crimes étaient exposés. Soudain, le silence de la pièce a été interrompu par le son continu des notifications téléphoniques. Le son provenait de la poche de pantalon de Léo. Digne, 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 digne. Le son qui le ravissait autrefois lorsque les messages de ses amis arrivaient sonnait maintenant comme un glas funèbre. Léo a plongé la main dans sa poche avec des doigts tremblants et a sorti son smartphone. L'écran s'est allumé montrant une série de mails et de SMS arrivés simultanément. Léo a lu la première notification. C'était un email officiel du département des ressources humaines de son entreprise. Le titre était en gras et en majuscule. Avis de licenciement disciplinaire. Le cœur de Léo s'est arrêté. Il a ouvert l'email. Le contenu précisait que M. Léo avait été licencié avec effet immédiat en raison de preuves de détournement de fonds de l'entreprise et d'une grave violation du code éthique. Tous les avantages de l'entreprise comme la voiture, l'ordinateur portable et l'assurance santé étaient retirés à partir de ce moment. Avant que Léo ne puisse traiter la nouvelle, une autre notification est apparue sur son application bancaire. Un SMS de la banque l'informait que son compte principal, son compte épargne et ses cartes de crédit avaient été gelées à la demande des autorités judiciaires en lien avec des accusations de blanchiment d'argent et de détournement de fonds. Léo a essayé d'ouvrir l'application bancaire mobile avec des doigts moites. Il a échoué. Accès refusé. Il a réessayé, toujours refusé. Solde 0 €. Accès bloqué. En un instant, Léo, qui se croyait riche, est devenu un mendiant sans un seul euro à dépenser. Valérie, voyant le visage de son fils devenir fantomatique, a aussi paniqué. Elle a arraché le téléphone à Léo et a lu l'écran. Ses yeux se sont ouverts d'horreur, et un cri s'est étranglé dans sa gorge. Sa richesse, l'argent qu'elle adorait et qui était son Dieu, s'était évanoui en un instant. Sans argent, Valérie se sentait insignifiante. Elle a regardé Mamie Monique avec des yeux suppliants, cherchant un peu de compassion. Mais le regard de la présidente était aussi froid que la glace de l'Arctique. Elle a dit qu'elle ne faisait que reprendre ce qui était à elle. Elle avait laissé les souris grignoter dans sa grange pendant longtemps, et il était temps de verrouiller la grange. Chloé, maintenant certaine que Léo était complètement ruiné et n'avait aucun avenir, cherchait un moyen de s'échapper. Elle s'est tournée vers la sortie, essayant de s'éclipser silencieusement pendant que l'attention de tous était sur Léo, mais ses pas se sont arrêtés quand l'un des gardes du corps costaud a bougé et a bloqué la sortie avec son torse musclé. Chloé a levé les yeux, terrifiée. J'ai parlé de derrière. J'ai dit à Chloé de ne pas se précipiter, que le spectacle n'était pas encore fini. J'ai dit que Chloé faisait aussi partie de cette famille heureuse et devait partager les conséquences. Chloé était coincée, le visage pâle. Elle a réalisé qu'elle avait des ennuis bien plus gros qu'un simple adultère. Léo est tombé à genoux sur le tapis de luxe. Ses jambes ne pouvaient plus supporter son corps sans force.
Le téléphone est tombé de sa main et a heurté le sol. Il fixait le vide, ne comprenant pas. Son monde s'était effondré en une seule nuit. Sans emploi, sans argent, sans voiture, sans maison, toute sa fierté s'était évanouie. Devant lui, je me tenais droite, belle et digne. La femme qu'il considérait comme faible tenait maintenant son destin complètement entre ses mains. Le karma n'est pas arrivé lentement. Il est venu comme un tsunami qui a emporté chaque parcelle d'arrogance qui existait autrefois. L'atmosphère du salon est devenue la scène d'un triste drame. Léo, qui avait tout perdu, restait agenouillé sur le sol, la tête baissée. À côté de lui, Valérie a commencé à sangloter. Ce n'étaient pas des larmes de regret sincères, mais des larmes de panique face à la pauvreté et à la souffrance imminente. Valérie a rampé jusqu'au pied de Mamie Monique, essayant de toucher le bord de son élégant tailleur en soie. Elle a supplié le pardon avec des mots incohérents, mentionnant les liens du sang et les souvenirs d'enfance de Léo. Elle a inventé des excuses, disant qu'elle avait fait une erreur, qu'elle s'était juste laissée emporter par les émotions, et que Chloé l'avait incitée à commettre des actes malveillants. Maman, s'il te plaît. Léo est ton petit-fils préféré. Ne fais pas ça. Maman, où allons-nous vivre? Ne nous jette pas dehors. Valérie suppliait, versant des larmes de crocodile qui barbouillaient son maquillage. Mamie Monique a retiré sa jambe, évitant le contact de Valérie comme si sa main transmettait la peste. Son visage ne montrait aucune émotion, seulement un profond dégoût. Elle a dit d'une voix calme mais pénétrante, « Où était cet amour familial quand tu as essayé de m'affamer il y a 2 jours? Où était cet amour quand tu as donné un coup de pied dans mon fauteuil roulant ?» La présidente a déclaré qu'elle n'avait pas de belle-fille nommée Valérie ni de petit-fils nommé Léo. Ils étaient morts pour elle au moment où ils avaient décidé de la tuer lentement. Soudain, Léo a levé la tête. Ses yeux étaient rouges et pleins de folie. Il s'est tourné vers Chloé, qui tremblait dans un coin, surveillée par un garde du corps. Désespéré, Léo a commencé à chercher un bouc émissaire pour se sauver. Il a pointé Chloé et a crié que toute l'idée venait de cette femme. Léo a inventé des excuses, disant que Chloé l'avait incité à garder l'héritage, qu'elle lui avait dit de ne pas donner à manger à grand-mère, et qu'elle avait empoisonné son esprit. Léo essayait de rejeter la responsabilité, espérant que grand-mère s'adoucirait s'il blâmait une étrangère. C'est la faute de cette femme, grand-mère. Elle m'a séduit. Elle m'a dit d'être méchant avec toi. Je t'aime vraiment, a crié Léo sans vergogne. Chloé se tenait les yeux écarquillés en entendant l'accusation, sa peur transformée en une rage défensive. Elle ne voulait pas aller en prison seule ou être punie à cause de ce perdant en faillite. Chloé a hurlé en retour, contrant l'accusation de Léo en exposant un secret encore plus grand. Elle a crié que Léo était un énorme menteur. Chloé a révélé que Léo et Valérie avaient tout planifié depuis le début. Elle a même exposé le secret le plus sombre qu'il cachait méticuleusement. Menteur. Ne le croyez pas, Madame la Présidente. Chloé a crié hystériquement, pointant Léo et Valérie. Ces deux-là ont acheté des médicaments illégaux. Ils mettaient des sédatifs à haute dose dans votre thé chaque matin pour que vous dormiez et deveniez plus faible. Je ne suis allé avec eux qu'en vacances. Ce sont eux les tueurs. Ils ont essayé de vous tuer lentement avec une overdose de médicaments pour que cela ressemble à une mort naturelle. La confession de Chloé a explosé comme une bombe dans la pièce. J'étais choqué. Je savais qu'ils étaient mauvais, mais je n'avais jamais imaginé qu'ils seraient cruels au point de donner du poison ou des drogues illégales à une femme âgée. Le visage de Mamie Monique s'est durci. Sa mâchoire était serrée, retenant une indignation croissante. Maître Vance, qui jusqu'à présent était resté silencieux, a hoché la tête et a donné un signal. Ça suffit. La voix de Maître Vance a coupé le tumulte. Il a levé la main. La confession a été enregistrée. Nous avons également sécurisé les preuves de vidéosurveillance concernant l'administration de médicaments. C'est plus que suffisant. Maître Vance a appuyé sur un bouton de son téléphone. La porte latérale reliant le salon au garage s'est ouverte. 3 policiers en uniforme impeccable sont entrés d'un pas ferme. Il s'avérait qu'ils attendaient là, écoutant toute la conversation comme témoins directs. Les visages de Léo et Valérie sont immédiatement devenus blancs, comme si le sang s'était vidé de leur corps. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit un simple jugement familial, mais un véritable procès légal. La police a agi immédiatement et rapidement.
Un officier a lu leurs droits à Léo et Valérie. Les charges retenues étaient très complexes, tentative de meurtre dans le but d'appropriation d'actifs, négligence envers une personne âgée, détournement d'une grosse somme d'argent de l'entreprise, et abus de drogues illégales. Le policier a sorti des menottes en métal qui brillaient froidement sous le lustre en cristal. Le cliquetis des menottes se refermant sur les poignets de Léo s'est fait entendre très douloureusement. Léo a essayé de résister, se débattant comme un fou. Il a crié que c'était sa maison, l'héritage de son grand-père, et que la police n'avait aucun droit de l'arrêter. Mais la police l'a facilement maîtrisé et l'a poussé contre le mur. Valérie s'est jetée par terre, roulant et criant hystériquement, refusant d'être menottée. Elle était comme une enfant faisant un caprice. Mais cette fois, personne ne l'a réconfortée. Une policière l'a soulevée fermement et lui a mis les menottes. Chloé ne pouvait pas s'échapper non plus, bien qu'elle soit devenue un témoin clé qui a révélé le crime. Elle a été arrêtée comme complice pour avoir eu connaissance du crime, ne pas l'avoir empêché, et en avoir apprécié les résultats. Chloé sanglotait. Son maquillage barbouillé la faisait ressembler à un clown triste. J'ai observé la scène avec des émotions mitigées. Il y avait un immense soulagement, mais aussi l'amertume de voir la destruction de la famille que j'avais autrefois souhaité être mon paradis. J'ai marché vers la pile de sacs de courses et de valises que Léo et Valérie avaient apportés. Il y avait aussi un grand sac poubelle en plastique noir avec leur linge sale des vacances. J'ai ramassé le sac poubelle. Je me suis approché de Léo, qui était impuissant entre les mains de la police. Avec un regard froid et inexpressif, j'ai jeté le sac de vêtements sales directement au visage de Léo. Le sac a frappé le visage de Léo, le faisant trébucher en arrière. « Prends ces ordures avec toi et pars », ai-je dit d'une voix basse mais ferme. « Ne laisse rien dans ma maison. À partir de ce moment, vous n'êtes rien. Pas un mari, pas une belle-mère, pas de la famille. Vous n'êtes que des étrangers qui sont restés ici temporairement. » Léo m'a regardé avec des yeux pleins de haine et de désespoir. Il a essayé de me cracher dessus, mais l'un des gardes du corps personnel de grand-mère a rapidement frappé le visage de Léo, détournant sa tête. La police a emmené les trois hors de la maison de luxe. Les cris et les malédictions de Valérie ont résonné jusqu'à ce qu'il soit mis dans la voiture de patrouille au gyrophare clignotant. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, regardant le convoi de voitures de police s'éloigner, emportant mon passé avec elle. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant l'air de la nuit qui semblait maintenant beaucoup plus frais et propre. Le lourd fardeau qui pesait sur mon cœur depuis 5 ans s'était évanoui en un instant. Derrière moi, mamie Monique, Monique de Saint-Phal, est restée assise sur son trône, sirotant sa verveine refroidie. La vieille femme a esquissé un léger sourire, un sourire de victoire. La justice avait été rendue dans son propre salon. Cette nuit-là, la grande maison est redevenue silencieuse. Mais ce n'était pas un silence glaçant. C'était une quiétude paisible. C'était le début d'une nouvelle vie pour moi et la vieille reine. Le temps passait lentement et douloureusement pour ceux qui étaient tombés de la tour d'ivoire. 3 mois s'étaient écoulés depuis la descente de police choquante dans la maison de luxe de mamie Monique. Le processus judiciaire contre Léo et Valérie a été mené avec une grande sévérité. Grâce à l'équipe compétente d'avocats dirigée par Maître Vance et aux preuves irréfutables que j'ai présentées, tous deux ont été acculés par de multiples charges graves. Mais avant que la peine de prison ne soit prononcée, ils devaient passer par une période de probation avec l'obligation de se présenter régulièrement au service de probation. Pour des raisons administratives concernant la surpopulation carcérale, ils n'ont pas été mis derrière les barreaux à ce moment-là. Mais la vie qu'ils menaient hors de prison était bien plus horrible que n'importe quel enfer qu'ils pouvaient imaginer. Sans un sou, sans maison où loger, et sans moyen de transport, Léo et Valérie sont devenus complètement sans abri dans la ville où ils vivaient. Les amis du club social de Valérie qui louaient autrefois ses faux sacs de créateurs bloquaient maintenant son numéro de téléphone. Les parents éloignés auprès de qui Léo se vantait de son faux succès fermaient maintenant leurs portes, craignant d'être impliqués dans l'affaire de détournement de fonds. Chloé, la maîtresse devenue témoin clé et dénonciatrice, a échappé à une lourde peine de prison, mais sa vie a été brisée. Son visage a fait les nouvelles locales en tant que maîtresse complice dans une tentative de meurtre. Elle a été licenciée de son travail, expulsée de son appartement de location, et avait maintenant disparu quelque part avec la honte qui la hanterait toute sa vie. Cet après-midi-là, le soleil était très brûlant, chauffant la route goudronnée, et un mirage s'élevait dans l'air. Sous l'auvent d'un magasin d'électronique fermé sur une avenue passante, 2 personnes étaient blotties sur de vieux cartons.
C'étaient Léo et Valérie. Leur apparence était complètement différente d'il y a 3 mois. Léo, qui portait autrefois des chemises impeccables et sentait le parfum coûteux, portait maintenant un vieux t-shirt troué sous les aisselles et un jean taché de boue et de saleté. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage couvert d'une barbe rugueuse et non rasée, et sa peau était brûlée par le soleil et les intempéries. Valérie à côté de lui semblait encore plus pitoyable. La femme qui ne pouvait autrefois pas vivre sans un maquillage épais et du rouge à lèvres rouges avait maintenant l'air vieille et flétrie. Ses cheveux, qui commençaient à grisonner, étaient en désordre, et son visage était sale de la poussière de la rue et couvert de rides profondes. Les vêtements qu'elle portait étaient les seuls qu'elle avait. Il sentait le rance après des jours à dormir dans la rue. Les deux fixaient le trafic congestionné. Leurs estomacs gargouillaient bruyamment, implorant de la nourriture. Depuis le matin, ils n'avaient rien mangé d'autre que de l'eau du robinet d'une fontaine voisine. La faim n'était plus juste une gêne. C'était une douleur qui leur tordait les entrailles et leur faisait tourner la tête. Le conflit entre mère et fils a éclaté pour une futilité. Léo a vu les restes d'une barquette repas qu'un passant venait de jeter dans une poubelle voisine. Sans honte désormais, l'instinct de survie de Léo a pris le dessus. Il a couru à petits pas et a fouillé dans la poubelle, trouvant une demi-portion de riz avec de la sauce et des os de poulet qui avaient encore un peu de viande dessus. Léo a immédiatement ramené le trésor vers son carton, mais Valérie, qui mourait aussi de faim, l'a vu avec des yeux sauvages et a arraché la barquette des mains de Léo. Une bagarre honteuse a éclaté dans la rue. Léo a essayé de récupérer le riz restant des mains de sa mère. Ils tiraient chacun de leur côté, s'insultant cruellement, chose qu'une mère et un fils ne devraient jamais faire. Valérie a crié qu'elle lui avait donné la vie et avait le droit de manger en premier. Léo a crié que tout ce karma leur était arrivé à cause de sa mère avide, qui lui avait dit de ne pas nourrir grand-mère. La barquette s'est cassée. Le contenu s'est éparpillé sur le trottoir sale et poussiéreux. Maintenant, tous deux fixaient le riz mélangé au sable en silence. Valérie sanglotait et frappait faiblement la poitrine de Léo. Léo a poussé sa mère, la faisant tomber. Il s'est pris la tête de frustration. Sa dignité n'existait plus. Ils étaient devenus la risée des passants. Certaines personnes les enregistraient même avec leur téléphone, riant avec mépris. Ils les reconnaissaient comme la famille qui était devenue virale sur les réseaux sociaux pour avoir été ingrate envers leur grand-mère. Léo s'est couvert le visage de honte. La chaleur sur ses joues ne venait pas du soleil, mais de l'humiliation d'être exposé en public. Au milieu de ce désespoir, une berline noire brillante et étincelante s'est approchée lentement à travers le trafic congestionné devant eux. La voiture avait l'air très élégante, contrastant avec la poussière et la misère où se tenait Léo. La vitre arrière de la voiture s'est baissée lentement. À travers la fente, le visage d'une très belle jeune femme est apparu. Elle portait un foulard en satin pastel doux. Son visage brillait de propreté, rayonnant une aura de sérénité et de succès. C'était moi, Manon. Les yeux de Léo se sont écarquillés. Le temps semblait s'arrêter pour lui. Il a reconnu sa femme, ou plutôt son ex-femme, car le divorce avait déjà été finalisé par le tribunal. J'avais l'air si paisible et digne à l'intérieur de la voiture climatisée. Sur mes genoux se trouvait une tablette montrant que j'étais maintenant une femme d'affaires occupée gérant des affaires importantes, pas la femme qui lavait le linge sale de Léo. Nos regards se sont croisés pendant quelques secondes. Léo s'attendait à voir de la colère ou de la moquerie dans mes yeux, mais ce qu'il a vu était bien plus douloureux, un regard inexpressif. Je l'ai regardé sans émotion, comme s'il faisait partie du décor de la rue, aussi insignifiant qu'un lampadaire ou une poubelle. Poussé par le regret et le désir de retourner à sa vie confortable, Léo s'est levé et a couru après la voiture. Il a ignoré sa mère, qui pleurait toujours sur le trottoir. Il a crié mon nom d'une voix rauque. Il a supplié, s'est excusé, a promis de changer, et a demandé une seconde chance. Il courait, trébuchant à côté de la voiture qui avançait lentement. Sa main a essayé d'agripper la poignée de la portière, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tourné la tête ni fait signe au chauffeur de s'arrêter. Avec un geste élégant et serein, j'ai appuyé sur le bouton de la vitre. La vitre est remontée lentement, bloquant l'accès de Léo à mon monde. Léo a frappé la vitre avec son visage couvert de larmes et de morve, implorant pitié. Mais la vitre s'est fermée hermétiquement. L'insonorisation séparait maintenant les deux mondes qui étaient aussi différents que le ciel et la terre. La voiture de luxe a accéléré, laissant Léo essoufflé et affalé sur l'asphalte brûlant.
La fumée d'échappement lui a donné un léger coup au visage comme un dernier adieu. Léo est resté allongé dans la rue, sanglotant et lamentant sa propre stupidité. Il avait jeté le diamant et s'était accroché au cadavre, et maintenant il devait manger le cadavre seul. Le karma est arrivé de la manière la plus poétique et douloureuse. Il a ressenti ce que c'était que d'être ignoré, de mourir de faim, et d'être traité comme s'il n'existait pas. Exactement ce qu'il avait fait à Mamie Monique. Un an plus tard, dans une salle d'audience calme, le marteau du juge a finalement frappé fort, marquant la fin de la bataille juridique pour Léo et Valérie. La peine imposée a été lourde et implacable. Le juge a statué qu'il avait été clairement et irréfutablement prouvé qu'ils étaient coupables de tentative de meurtre dans le but d'appropriation d'actifs et de négligence envers une personne âgée, causant de graves souffrances physiques et mentales. Léo a été condamné à 12 ans de prison. D'un autre côté, Valérie a reçu une peine de 10 ans. Aucune larme ne pouvait changer la décision. Après que leurs biens ont été confisqués par l'État et restitués à la Fondation, personne ne voulait les défendre gratuitement. La vie en prison est devenue le début d'une nouvelle souffrance pour eux. Léo, qui avait toujours été choyé et n'avait jamais fait une journée de travail difficile, était maintenant l'objet de harcèlement dans la cellule étroite et étouffante. Il a été affecté à une cellule avec des criminels violents, grands et rudes. Là, le statut social de Léo en tant qu'ancien employé d'entreprise ne signifiait rien. Il a été forcé d'être le serviteur des autres détenus. Chaque matin, Léo devait se réveiller en premier pour frotter le sol sale et malodorant de la salle de bain commune de la prison sans gants. Il devait laver les vêtements de son compagnon de cellule, masser ses pieds, et renoncer à sa ration de nourriture si le chef de cellule le demandait. Le corps de Léo était maintenant squelettique. Ses pommettes saillaient, et ses yeux étaient enfoncés et sans vie. Chaque fois qu'il frottait le sol sale de la salle de bain, il pensait à moi. Avant, je nettoyais la salle de bain de sa maison, lavais ses vêtements sales et préparais ses repas. Léo réalisait maintenant à quel point ce travail était dur et combien il avait été méchant de se plaindre que ce n'était pas assez propre et de ne jamais dire merci. Maintenant, mes réprimandes lui manquaient. Ma cuisine et la maison chaleureuse qu'il avait trahie lui manquaient. Ce regret le hantait chaque nuit, devenant son matelas sur le ciment froid. Dans la prison pour femmes, le sort de Valérie n'était pas meilleur. Son caractère exigeant et arrogant l'a rendue détestable aux yeux de ses codétenus. Le premier jour, elle a ordonné à une autre détenue de lui apporter de l'eau comme si elle était une servante. En conséquence, elle a été battue et marginalisée. Maintenant, Valérie, dont la fierté était autrefois si élevée, devait travailler dans la cuisine commune de la prison. Ses doigts étaient pleins d'ampoules et de callosité à force d'éplucher des milliers d'oignons et de pommes de terre chaque jour. Son dos, qui n'avait jamais porté de poids, était maintenant voûté à force de soulever des sacs de riz. Son visage, qui avait toujours été soigné avec des traitements coûteux, était maintenant plein de taches de soleil et de rides profondes. La plus grande ironie de sa vie s'est produite ici. La femme qui traitait autrefois Mamie Monique comme une ordure inutile était maintenant traitée pire qu'une ordure par son environnement. Pendant ce temps, hors des murs sombres de la prison, ma vie et celle de Mamie Monique étaient pleines de beauté et de bénédictions. J'ai été officiellement nommé PDG de la Fondation Saint-Phal. La Fondation Saint-Phal était la vaste organisation caritative appartenant à Grand-Mère, axée sur l'aide aux personnes âgées abandonnées et l'offre de bourses aux enfants de familles modestes. Je ne me limitais pas à m'asseoir derrière un bureau. J'allais sur le terrain. Grâce à mon intellect et à mon cœur sincère, la Fondation a grandi rapidement. Je suis devenue une femme inspirante respectée par beaucoup. Je donnais des conférences avec assurance sur l'autonomisation des femmes et les soins aux personnes âgées lors de divers séminaires. Mon apparence est devenue plus élégante et digne, mais mon humilité n'a jamais changé. J'étais toujours la Manon gentille et souriante. Mamie Monique, la présidente Monique de Saint-Phal, profitait de sa vieillesse dans un bonheur total. Sa santé s'était rétablie miraculeusement grâce aux meilleurs soins médicaux et surtout à mon amour sincère. Elle n'utilisait plus de fauteuil roulant. Elle pouvait marcher lentement dans le jardin de sa belle maison avec une canne. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble sur la terrasse arrière donnant sur l'étang à Carpcoy. Il n'y avait plus de tension ni de peur d'être empoisonné. La maison était maintenant remplie de rires et de discussions chaleureuses sur l'avenir de la fondation. Cet après-midi-là, le ciel était d'un orange doré. Grand-mère et moi étions assises sur le banc du jardin, savourant un thé chaud et un gâteau que j'avais préparé. C'était une chose que je voulais encore faire moi-même.
Malgré le fait d'avoir de nombreux employés de maison, grand-mère a regardé mon visage avec des yeux pleins d'amour. C'était le regard d'une mère vers sa fille. Elle a posé la tasse et a pris ma main. Sa peau ridée a touché ma peau douce. C'était un symbole de la transition des générations et de l'héritage des valeurs. Merci, mon enfant, a dit grand-mère d'une voix basse. Sa voix tremblait d'émotion. Merci d'être revenu ce jour-là. Merci d'avoir choisi d'aider cette vieille femme malodorante. Tu aurais pu courir et sauver ta propre vie. J'ai souri doucement avec des larmes aux yeux. J'ai serré fermement sa main. Grand-mère, n'est-ce pas? Ai-je répondu doucement. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as sauvé d'une vie sans sens. Tu m'as donné la force de me battre. Tu m'as donné une vraie maison et une famille qui m'aiment pour qui je suis. Grand-mère a hoché la tête et des larmes de bonheur ont coulé sur ses joues. Dieu est juste, Manon. Il a emporté mon propre petit-fils au cœur de démon. Mais il l'a remplacé par une petite fille au cœur d'or. Tu es mon plus grand héritage, Manon. Pas l'entreprise ou l'argent à la banque, mais toi. J'ai serré grand-mère fort dans mes bras. Dans ses bras, j'ai ressenti une paix parfaite. Le passé sombre avec Léo et Valérie ressemblait à un cauchemar passé depuis longtemps. Maintenant, je m'étais réveillé dans une belle réalité. J'étais libre. Libre de l'oppression, libre de la pauvreté, et libre d'être mon vrai moi. La justice avait trouvé son chemin, mettant chaque personne là où elle méritait d'être. Les méchants pourrissaient en prison avec un regret éternel, et la protagoniste patiente se tenait maintenant comme une reine dans son propre palais, prête à embrasser un avenir radieux. L'histoire de la mascarade de la vieille reine était terminée, remplacée par la véritable histoire du vrai bonheur.